Bonsoir et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage. Le Bénin a récemment promulgué une loi historique permettant aux descendants d'esclaves déportés de revendiquer la nationalité béninoise. Ce projet vise, selon les autorités du pays, à réparer le traumatisme causé par la traite négrière et à reconnecter les afro-descendants à leurs racines. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Diouf, un nom sénégalais, mais êtes-vous sûr d'être de souche sénégalaise? Mais je suis sûr d'être sénégalais en termes de nationalité. Moi, je suis né après les indépendances. Donc, le Sénégal existait en tant qu'État. Mais j'ai fait l'histoire. Le groupe sénégalais auquel j'appartiens, qu'on appelle les Sérères, font partie de ces groupes qui ont fait leur migration. Et quand vous retracez la migration, vous me renvoyez en Égypte au niveau de la vallée du Nil. Maintenant, c'est à vous de voir, est-ce que vous me ramenez en Égypte ou bien dans les zones où on a fait escale progressivement avant de s'installer définitivement au Sénégal. Parce que pour les historiens, les origines des gens et autres, il faut faire très attention avec. Parce que très peu de personnes peuvent dire, là où je suis, c'est là où s'était installé le premier de mes ancêtres. Ah oui, c'est vrai, on se pose tous la question et je me la pose aussi depuis que j'ai découvert que Guézéré également, c'est un nom porté par une ethnie du côté du Niger. Est-ce que je suis togolaise ou nigérienne? Pour l'instant, je me considère africaine. Mais que pensez-vous de cette loi votée par les autorités béninoises? Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose dans ce contexte où on parle de panafricanisme. N'oublions pas que quand les Du Bois parlaient de panafricanisme, il y avait même un peu cette chose qui ressemblait à la limite à du panégrisme, parce qu'on voulait faire en sorte de renouer les contacts avec les Noirs, que ce soit ceux qui sont restés sur le continent africain ou ceux qui, à travers la traite atlantique, la traite négrière de façon générale, ont quitté le continent africain pour se retrouver dans d'autres continents. Je crois que sous cet angle, il y a quelque chose qui est intéressant ici en termes de reconnexion, d'autant plus que ceux à qui cela s'adresse sont intéressés. Vous avez déjà au Bénin une centaine de familles qui se sont installées, qui sont venues au Bénin, il y a un qui témoigne en disant clairement que quand il est au Bénin, à chaque fois qu'il rencontre une personne, il a l'impression d'être en face de son grand-père. Il est allé même plus loin en disant que mais quand je regarde les visages, on se ressemble. Mais ça veut dire qu'il y a une charge même émotionnelle qui est extrêmement forte chez cette personne, pas seulement en termes de retour au niveau de ses racines, mais en termes d'identification par rapport aux personnes qui sont autour de lui. Je me rappelle, je crois que c'était une récitation où on parle de mon village, celui que je rencontre c'est mon frère, etc. Il se retrouve véritablement là où il est au niveau du Bénin. Donc quand on le prend sous cet angle, moi je trouve que c'est une très bonne opportunité pour permettre à des Noirs qui se trouvent ailleurs, qu'on continue à regarder comme des descendants d'esclaves, qu'on continue à regarder comme des citoyens de seconde zone, d'avoir la chance de se retrouver dans un pays où on va les considérer comme des citoyens tout simplement. Mais il faut qu'on fasse attention, le Bénin ne leur a pas donné tous les droits en leur accordant la nationalité. Et pour justement être éligibles, les demandeurs doivent prouver leur ascendance africaine par des témoignages, des documents d'état civil ou des tests ADN. Une fois cette étape franchie, ils obtiennent un droit provisoire de 3 ans sous réserve de séjour au Bénin. Et la question de retour aux sources, c'est un besoin aussi que de plus en plus de gens recherchent de nos jours pour les afro-descendants du Brésil, des Caraïbes, mais aussi des Amériques. Quelles peuvent être les raisons aujourd'hui de se dire il est temps que je comprenne d'où je viens et que je parte à la rencontre des miens? Il y a ce que je disais tout à l'heure, quand vous êtes quelque part où vous pensez que vous êtes américain par exemple et vous sentez que parce que vous êtes noir, certains continuent à faire de la ségrégation par rapport à vous. Certains continuent à vous regarder sur la base de votre arrière-grand-père, parce que ce n'est même pas le grand-père, qui était un esclave. C'est pourquoi on parle de descendants d'esclaves. Mais quand on va en parler de façon positive, mais nous parlons plutôt d'afro-descendants. Mais celui qui te considère comme un descendant d'esclave, il est déjà dans une approche négative
par rapport... La société est donc aussi quelque part coupable de cette perception qu'on a de soi. N'oublions pas que les États-Unis ont été un État ségrégationniste. Il a fallu la guerre de sécession pour pouvoir régler même c'est trop dire, pour pouvoir diminuer un certain nombre de problèmes. N'oubliez pas qu'on empêchait aux Noirs de rentrer dans les bus dans lesquels les Blancs rentraient. On empêchait aux Noirs de rentrer dans les restaurants où les Noirs ou les Blancs rentraient, alors que comme on le voyait à l'époque, un chien noir pouvait rentrer dans les restaurants, mais une personne noire ne pouvait pas rentrer dans le même restaurant. Et ça, c'est resté chez certains Américains blancs. Et certains Américains noirs, quand ils revoient ce qui se passe aujourd'hui, ça renvoie à cette ségrégation, malgré toute la lutte qui a été menée par plusieurs Noirs américains pour qu'on redonne aux Noirs américains la place qui lui revient au niveau des États-Unis. Vous avez un qui témoigne, lui qui dit tout simplement, lui il vit aux États-Unis par dépit. C'est exactement ce qu'il dit. Il vit aux États-Unis par dépit. Il dit c'est notre pays, parce qu'il est américain, il a la nationalité ici, mais il dit nous avons trop de problèmes de racisme. Et c'est très difficile pour nous de nous sentir chez nous en Amérique. Mais tu vois que lui, il est en train de chercher à avoir un autre chez lui, où il se sentira véritablement chez lui. Accepté au sein d'une communauté. Et c'est ce que le Bénin propose à ses afro-descendants. Et cette loi suscite à la fois enthousiasme et préoccupation parmi les populations béninoises. Certains y voient une opportunité de renforcer les liens avec la diaspora, tandis que d'autres craignent des répercussions sur le marché de l'emploi et la sécurité notamment. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter? Il y a de quoi s'inquiéter, il faut le dire, mais je ne crois pas que ça atteint le niveau où les gens veulent l'amener. N'oublions pas que le panafricanisme est devenu également un business. D'autres disent même que c'est une stratégie pour le Bénin de brader la nationalité béninoise. Exagération? Je trouve que c'est une exagération parce que le Ghana le fait déjà. Oui. Avec les afro-descendants anglophones. Ce n'est pas une nouveauté. N'oublions pas que nous avions parlé ici il n'y a pas longtemps de Haïlé Sélassié. Il avait fait la même chose avec les Rastas. Ouais. Beaucoup avaient fait ce Zion Train depuis la Jamaïque de Bob Marley pour venir s'installer, etc. En fait, le Libéria, n'oublions pas que ce sont des Noirs américains qui ont été implantés au niveau du Libéria. C'est-à-dire, en termes d'expérience, on n'est pas en face de quelque chose de nouveau. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est du déjà connu, on a déjà vu des choses, même si ce n'est pas comme ce que le Bénin veut faire, où on parle de nationalité. Mais la loi prend des précautions. Une des précautions, c'est que ces gens-là n'auront pas de droit politique. Vous ne pourrez pas être candidat aux élections. Ouais. Certainement, ils tirent la leçon sur le Libéria, où les Libériens sur place et les Libériens venus des États-Unis, tous les problèmes qui ont existé dans ce pays, c'était entre des Noirs. Où ceux-là considéraient qu'ils étaient plus en mesure de gérer que les autres. Donc ici, le problème est déjà résolu pratiquement. Ils ne pourront pas prétendre à des droits politiques. Ils auront la carte d'identité, ils auront le passeport, ils auront un certain nombre de droits, mais pour ce qui est de la politique, c'est des gens qui vont être à côté. Il y a une autre précaution qui a été prise quand il y a un certain nombre de délits, terrorisme, meurtre, etc. Et même si la personne a menti sur son origine pour obtenir sa nationalité, toutes ces personnes vont se retrouver avec une nationalité qui sera retirée. Donc le Bénin n'a pas dit simplement venez vous rentrer, venez vous installer. Il y a quand même un certain nombre de précautions qui ont été prises. Maintenant, il y a du positif dedans. Dans la diaspora, vous avez tous nos pays qui essayent d'attirer la diaspora. Pourquoi? Mais il y a certains qui sont dans la diaspora qui ont réussi d'un point de vue économique. Oui. Qui peuvent venir être des opérateurs économiques, être des investisseurs, participer à faire vivre l'économie dans nos pays. Mais dans la diaspora, vous avez également des gens qui ont une expertise avérée dans des domaines pointus, bien précis. Ces gens-là, on peut également en profiter. Certainement, quand le jeune là parlait de l'emploi, parce qu'il y en a qui disaient, mais attendez, s'ils viennent, il y a la concurrence, ils ont reçu une certaine formation. Au niveau de la fonction publique, il n'y a aucun risque. Parce que ceux-là n'auront pas droit à la fonction mais en même temps, il faut faire attention. Je pense que ce n'est pas un retour pour dire venez vous installer au Bénin, mais venez juste connaître chez vous. Quitte après aux demandeurs de choisir est-ce que je rentre définitivement chez moi. Mais tout ça aussi, c'est tout un processus. On ne déménage pas du jour au lendemain. Mais c'est un processus, mais le Bénin a pris une précaution. Ceux qui veulent avoir la nationalité doivent s'installer
pendant la période d'essai qui dure 3 ans. 3 ans. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de venir, de prendre la nationalité du Bénin, de dire désormais je suis béninois et de repartir. Il faut que ça soit réellement un désir de retour au niveau du Bénin. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, la loi ne distribue pas les nationalités. La loi prend un certain nombre de précautions. Il y a des garde-fous et je crois que si l'esprit de la loi est respecté, ceux qui vont venir seront véritablement des gens qui veulent venir, et il y en a. Parce qu'il y a plusieurs témoignages de personnes qui sont déjà allées en visite au Bénin, puisque le président Talon a fait de la zone touristique avec le côté vaudou, les vaudou days, un pilier de son programme etc. politique. Les gens sont venus et beaucoup de personnes en venant ont été impressionnées et ont eu envie de venir s'installer au Bénin. Donc vous avez des gens qui veulent venir. Vous avez un pays qui est prêt. C'est en clair une politique d'ouverture aussi. Tout à fait. Vous avez un pays qui est prêt à les accepter, mais il devient facile de trouver effectivement en ce moment un compromis, pour ne pas dire une entente, entre des gens qui veulent venir au Bénin et un Bénin qui veut recevoir des gens. Et fin 2023, la visite du président Patrice Talon en Martinique en vue de renforcer une coopération décentralisée avec la collectivité territoriale de la Martinique a été vivement critiquée. On comprend que c'est dans la même veine, en tout cas de cette reconnexion du Bénin à ses enfants. Et pourtant, ces deux territoires ont une histoire commune. On le sait, l'histoire du Béanzin. Mais pourquoi est-ce que cette visite a été critiquée autant? Oui, mais tout part de quelle appréciation on fait de la chose. Le président Talon fait de Béanzin un roi exemplaire. N'oublions pas le combat qu'il a mené contre la France pour le retour des objets qui avaient été volés. Et il a gagné ce combat. Et je parlais tout à l'heure d'un tourisme culturel. Vous avez vu tout ce qui a été fait en termes de construction de musées, etc., pour qu'on attire les gens qui viennent voir tout ce qu'il y a là. Et Talon disait dans un de ses discours, en parlant de Béanzin, il y a un Bénin qui était là, qui partait, qu'on a arrêté. Oui. Ben, on ne peut pas dire qu'il n'a pas raison d'un point de vue historique. Bon, qu'est-ce que Béanzin aurait pu faire? Dès qu'on rentre là-bas, on est quand même dans des suppositions, dans des interprétations, mais en tout cas, il y a une réalité qui était là avec un roi qui s'appelle Béanzin, qui voulait faire des choses pour son pays, et on l'a empêché, en fait, pas seulement empêché de faire, on l'a même fait quitter son pays finalement. Donc Talon, lui, il est dans cette façon d'attirer les gens, dans la symbolique par rapport à Béanzin. Bon, vous avez des gens qui se plaignent et qui critiquent, mais bon, on est dans un espace où on n'est pas tenu d'avoir exactement les mêmes avis. L'important, c'est d'avoir des arguments et qu'il soit possible qu'on confronte ces arguments dans l'espace public. Le tourisme mémoriel reste un des piliers du programme présidentiel de Patrice Talon. En plus de permettre aux uns aux autres de se retrouver, de se reconnecter à leurs racines, vous avez évoqué les atouts économiques, mais quels peuvent être encore d'autres avantages d'une telle politique? Il y a l'ouverture du pays qui est une politique actuellement du président béninois. Pas seulement par rapport aux afro-descendants. Il y a beaucoup de pays où les ressortissants devraient avoir un visa pour venir au Bénin. Ce visa a été enlevé. Donc on est effectivement dans une orientation, on est dans une politique. Ce n'est pas juste une sélection par rapport à des afro-descendants. Le Bénin s'est mis dans une politique d'ouverture de ce pays vers les populations d'autres pays. Ce cas-ci est simplement un cas spécifique parce que ceux-ci deviennent des Béninois, alors que les autres viennent séjourner au Bénin sans nécessairement avoir l'intention de devenir des Béninois. Mais on voit clairement une politique d'ouverture par rapport aux autres qui, effectivement, avait été annoncée par le président Talon et qui est en train d'être mis en pratique. Le Togo s'apprête à accueillir le 9e congrès panafricain. Les afro-descendants sont une des cibles de cet événement qui entend reconnecter les Africains à leurs racines sur le plan politique. Comment est-ce que les rapports dégradants entre États, surtout les rapports avec l'ancien colon, ont pu contribuer aujourd'hui à cet éveil de conscience? Le rapport est très simple. Le regard qu'on a, l'image qu'on a du noir, c'est le colonisateur qui l'a construit. Et dans cette image du noir, puisqu'on a écrit, vous avez des ouvrages sur cette question de l'image du noir, c'est aussi bien le noir africain
que le noir qui est parti d'Afrique et qu'on appelle aujourd'hui afro-descendant. Chez les noirs afro-descendants, parfois, curieusement, l'effet du colon marche au point que vous allez voir un noir afro-descendant qui considère qu'on ne nous considère pas à cause des noirs africains. Vous voyez comment l'image du noir peut aller tellement loin jusqu'à ce que le noir lui-même projette cette image du noir sur un autre noir. Certainement, vous connaissez celui qui disait « Je suis Camerounais, mais je n'aime pas le manioc ». Alors que le manioc est un aliment de base. Au Cameroun, quand on dit Camerounais, tu n'es pas Camerounais à la limite sans le manioc. Ben, ça veut dire tout simplement que ce que nous vivons parfois avec certains de nos ressortissants qui ne sont même pas des afro-descendants, qui sont nés ici avec nous, qui sont partis en Europe, qui reviennent, qui nous disent il fait chaud, je ne sais pas quoi et quoi, en oubliant qu'ils ont quitté ici et qui commencent à se placer au-dessus de ceux qu'ils avaient laissés ici. Mais il y a ce travail-là du colon qui est resté, pas avec le colon lui-même, mais il y a une certaine continuation qui est là. Mais si on parvient à renouer ce contact, à avoir des relations plus fortes avec la diaspora, mais cette question de l'image du noir, nous pouvons la combattre ensemble pour qu'on cesse de nous représenter comme nous ne sommes pas. Parce que ce noir dont il parle, moi j'ai l'habitude de dire qu'il n'existe pas. Un noir, c'est comme ce micro-là. Mais des personnes noires comme cela, si on en compte, il n'y en a véritablement pas beaucoup. Donc, quand on nous appelle noirs même, il faudrait peut-être se reposer la question, est-ce que ce n'était pas déjà un choix dans le sens négatif du terme, pour qu'en disant noir, qu'on soit dans la dévaluation. Et justement, quel héritage réservé aux futures générations? À quoi doivent aboutir justement ces différentes démarches au niveau du Togo comme au Bénin? Je me dis, il faut surtout que ça ne soit pas une affaire d'État tout court. Parce que ça n'ira pas loin. Il faut que les populations, puisque actuellement vous avez un ressenti panafricain extrêmement fort au niveau des populations. Il faut qu'on implique ces populations et que dans ces rencontres, que ça ne soit pas des rencontres où vous avez dit tout à l'heure que le panafricanisme est devenu une sorte de business. C'est devenu un business sur le plan économique. C'est devenu un business également sur le plan politique. Si ça reste à ce niveau, ça ne servira absolument à rien. Ça va être une tempête à l'intérieur d'un verre de thé. Ça n'aboutira à rien du tout. Mais quand on va dans le sens d'impliquer ces populations africaines qui aujourd'hui veulent véritablement de ce panafricanisme, veulent que les Africains de façon générale, qu'ils soient sur le terrain africain, qu'ils soient de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui ont quitté récemment le sol africain, qu'ils soient ces afro-descendants dont les grands-parents ont quitté le sol africain depuis fort longtemps, mais quand vous mettez ensemble ces gens, quand vous créez des convergences, mais on est en mesure de mettre en place une force intellectuelle pour pouvoir répondre à certains détracteurs. On est en mesure de mettre en place une force également sur le plan économique pour pouvoir peser sur le développement de l'Afrique, etc. Mais comme je l'ai dit, si l'aspect business, politique, économique domine cette affaire, on va traverser un épisode où on parlera de panafricanisme, mais après quand on va faire le bilan, on ne trouvera pas. Puisque le système, le plan éducatif n'est pas véritablement évoqué sur la question. C'est pourquoi j'ai dit il faut qu'on prenne en charge cette affaire-là. Parce que aujourd'hui, dans nos programmes, beaucoup de nos pays, tout le monde est d'accord, il faut une éducation nationale. D'abord, une éducation africaine. Ensuite, s'approprier nos histoires. Voilà, avant d'aller vers autre chose. Mais dans combien de nos pays on enseigne Cheikh Anta Diop? Dans combien de nos pays, même au Sénégal, il a fallu se battre pour avoir un peu de Cheikh Anta Diop. Et autant il y a un Cheikh Anta au Sénégal, mais autant vous en avez au Togo, vous en avez au Mali, vous en avez au Niger, vous en avez au Burkina. Mais regardez le contenu de nos cours. Et vous voyez la partie qui est réservée à cette réalité du pays concerné et de l'Afrique, et la partie qui est réservée à l'Europe, aux États-Unis, que ce soit en histoire, que ce soit en géographie, que ce soit en littérature, etc. Mais vous allez vous rendre compte que c'est nous-mêmes qui formons ces Africains qui ont des problèmes avec l'Afrique parce qu'ils lisent quelque part où le regard sur l'Afrique est un regard plutôt péjoratif. Et quand la personne n'est pas suffisamment forte, mais elle va subir cela sous la forme d'un complexe d'infériorité. Et ceux qui subissent ce complexe d'infériorité, ce n'est pas eux qui porteront l'avenir de l'Afrique demain.
Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis dans le décryptage.